Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage qui parle aujourd'hui de l'exploitation de pétrole dans les aires protégées en République démocratique du Congo, le cas du parc de Virunga qui a suscité beaucoup de réactions dans la classe politique ici en République démocratique du Congo. Pour en parler justement sur ce plateau, le député national François Nzekouye qui est également rapporteur de la commission environnement à l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Claude Bénganine. D'abord, quelle est la motivation du gouvernement pour autoriser l'exploitation du pétrole dans le parc du Virunga? La motivation du gouvernement pour explorer d'abord et puis éventuellement exploiter du pétrole dans les aires protégées. Et je veux dire dans les aires protégées un peu partout en République démocratique du Congo. Oui. Parce que, je l'ai dit à une autre occasion, il y a une superposition des bassins pétroliers et des aires protégées en République démocratique du Congo. Et donc, s'il faut produire du pétrole en République démocratique du Congo, on le fera presque certainement que dans les aires protégées. Et donc, il n'y a pas un seul endroit où l'État congolais peut autoriser l'exploitation pétrolière et qu'il n'y ait pas des aires protégées. En tout cas, il y en a très peu. Parce que quand vous regardez dans les bassins côtiers, il y a les parcs de mangroves. Quand vous allez à la cuvette centrale, il y a 3 parcs. Le parc de Salonga, de la Garamba et le nouveau parc de Lomami qui est au Maniema. Quand vous allez dans les Graben albertines, vous avez les parcs Virunga, mais quand vous descendez vers les Graben Upemba, il y a le parc de Lupemba, et quand vous allez au Graben Moero, il y a le parc Moero, et les Graben Benguelo, là aussi, il y a des parcs. Donc, partout où on devrait exploiter du pétrole en République du Congo, il y a des aires protégées. Alors pourquoi cela devrait susciter des controverses dans l'opinion pendant que la démarche semblait très logique? Je crois qu'il y a un problème des lobbyistes. Il y a des personnes qui pensent qu'on ne peut pas faire coexister l'activité d'exploitation pétrolière et la conservation des écosystèmes. Et il y a des questions sentimentales, des Occidentaux particulièrement, parce que le parc Virunga, c'est le premier parc en Afrique. Il a été créé en 1925. C'est un parc qui est extrêmement riche en biodiversité et où on retrouve des espèces rares qui sont quasiment endémiques à la République du Congo. Et donc, ça fait craindre ces personnes amoureuses de la nature. J'en fais partie, je suis très amoureux de la nature, je suis économiste, je suis environnementaliste aussi. Et donc, ces craintes, c'est de voir ces espèces rares être décimées par l'activité pétrolière. Et donc, ceux qui pensent que ces deux activités ne peuvent pas coexister, il y a parmi eux l'UNESCO, il y a WWF et beaucoup d'autres. Ils estiment donc qu'il faudrait faire un moratoire sur l'exploitation pétrolière et privilégier le tourisme qui, pour eux, peut donner beaucoup plus de ressources que le pétrole et éventuellement commencer l'exploitation pétrolière dans d'autres zones que les parcs Virunga. Or, je viens de vous démontrer qu'il n'y a pas un seul endroit où on peut exploiter du pétrole sans trouver des aires protégées. Et donc, voilà les inquiétudes de ceux-là. Inquiétudes auxquelles les personnes qui pensent qu'il faut exploiter le pétrole répondent de plusieurs manières. Mais c'est quelque part fondé aussi. Non, c'est une inquiétude qui n'est pas fondée. Et elle serait fondée dans l'hypothèse que nous exploitions le pétrole en tenant compte des technologies anciennes qui étaient effectivement polluantes. Notamment la technique qui consiste à faire le torchage, c'est-à-dire brûler les gaz dans l'atmosphère, ce qui enverrait les CO2 dans l'atmosphère et donc peuvent appauvrir les sols, amener des maladies, ainsi de suite. Aujourd'hui, les technologies ont beaucoup évolué. Et donc, il est possible aujourd'hui de récupérer les gaz et les transformer en moyen de produire de l'électricité, en bonbons de gaz pour les besoins ménagers, du chauffage, de cuisine et autres. Donc, les craintes étaient justifiées dans l'hypothèse où on restait dans les anciennes technologies. Or, nous sommes aujourd'hui, tous les mécanismes qui ont été pris en République démocratique du Congo font qu'on oblige, déjà même en phase d'exploration, que les techniques d'exploration soient les moins polluantes possibles au monde. C'est une exigence qui est faite à l'entreprise qui doit faire l'exploration. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas d'inquiétude réelle et nous ne sommes pas les premiers à le faire.
Alors finalement, qu'est-ce que le pays aura gagné? Je vais vous répondre à ce que le pays doit gagner, mais je dois vous dire d'abord, quand je vous dis que nous ne sommes pas les premiers à le faire, au parc ou la réserve de la Gamba au Gabon, on produit du pétrole depuis 20 ans. En face de nous ici, au Congo-Brazzaville, on est en train d'explorer dans un parc qui est considéré patrimoine mondial de l'humanité. À l'est de notre pays, dans la continuité du parc Virunga, dans le parc Queen Elizabeth, on est très avancé en exploration et on est en phase de forage. Oui. Et sachant qu'il y a un phénomène de vase communicant entre les deux parcs et le phénomène de transhumance périodique des animaux, il est clair que si on autorise aujourd'hui à l'Ouganda d'explorer, c'est qu'il y aurait des conséquences aussi sur le parc Virunga, indirectement ou même directement. Parce que les lacs Édouard, dans lesquels l'Ouganda a un terre de forêt, c'est les mêmes lacs que nous avons. S'il y a des contaminations quelconques qui peuvent être faites par l'exploration faite par l'Ouganda, et ils vont contaminer aussi les Congo. Donc c'est anormal. Si les personnes qui disent cela sont conséquents, devaient dire qu'on interdise l'exploration partout dans ces zones. Pourtant, ils encouragent, ces mêmes personnes encouragent à l'Ouganda de faire l'exploration. Donc, ils sont conscients qu'il n'y aura pas de conséquences négatives. Alors, qu'est-ce que le gouvernement gagne? Voilà ce que le gouvernement gagne en faisant un choix sur le pétrole. Aujourd'hui, nous produisons 25 000 barils de pétrole par jour. Et l'État reçoit des pétroliers 400 millions de dollars. De quel gisement, précisément? Dans les bassins côtiers, notamment avec Perenco, Chevron et d'autres qui sont certains en offshore, d'autres en onshore. Et donc, on ne produit que 25 000 barils par jour. Et avec ces 25 000 barils par jour, les pétroliers contribuent à l'ordre de 400 millions de dollars au budget de l'État. Ça veut dire les 10% des recettes internes que nous avons. Et quand vous regardez les pays voisins qui nous entourent, l'Angola, l'Angola a 105 milliards... Qui est très avancé d'ailleurs dans ce domaine. Voilà, a 105 milliards de budget par an, avec une population d'autour de 25 millions d'habitants. Et l'Angola pompe, vous imaginez combien? 1 750 000 barils par jour. Et donc, si nous devons arriver au niveau de l'Angola, au niveau développement, je vais dire, l'Angola qui a 105 milliards de budget et 25 millions de population, nous devons arriver à avoir le triple du budget de l'Angola pour pouvoir vivre au même niveau que les Angolais. Ça veut dire arriver à 200 milliards de dollars comme budget de l'État. Et où nous les aurons si ce n'est pas par le pétrole. Parce que pendant que nous sommes en train de nous dire qu'il ne faut pas exploiter du pétrole, les secteurs que nous avons privilégiés comme secteur devant le mieux contribuer au développement du pays, c'est les mines. Et les mines contribuent moins que les secteurs pétroliers au budget de l'État. Pourtant, nous exploitons les minerais dans pratiquement toutes les provinces. Et donc, nous devons comprendre que les mines seules et l'agriculture ne pourront pas permettre à ce que nous arrivions au même niveau que nos voisins. Je vous ai cité seulement le cas de l'Angola, mais si je vous cite le cas du Congo-Brazzaville ici, et ils ont 4 millions d'habitants et ils ont un budget de 11 milliards de dollars. Et eux, ils produisent combien? 400 000 barils par jour. Si nous voyons le cas du Gabon, qui a 9,5 milliards de budget avec une population de 1 500 000, ils ont un budget, je vous ai dit, de 9,5 milliards et ils produisent autour de 280 000 barils par jour. Et donc, vous comprenez que tous ces pays, ils sont aussi des pays miniers. Je peux vous citer les cas de Guinée équatoriale, du Tchad et d'autres. L'élément qui nous différencie avec nos voisins qui ont pris l'avance dans le secteur pétrolier, c'est le pétrole, même s'ils développent d'autres activités. Et donc, l'État pourrait accélérer son développement rapidement en faisant un choix clair sur l'exploitation pétrolière. Si vous imaginez que nous posons 25 000 barils, les jours où nous passons à 250 000 barils, nous pouvons attendre 4 milliards de dollars cash dans le pétrole. Les jours où nous arrivons à 2 500 000 barils, nous avons 40 milliards de dollars cash sur lesquels nous pouvons compter. Même si, comme je viens de vous dire, faisant une comparaison avec l'Angola, ça restera insuffisant pour arriver à un bon développement. Mais c'est ça, ça pourra booster le développement et entraîner d'autres secteurs, notamment l'agriculture. Parce que pour développer l'agriculture, on a besoin de moyens. Pour développer de nouveaux gisements miniers, en faisant de la recherche géologique, nous avons les moyens de financer cette recherche géologique. Et donc, le pétrole reste une voie royale pour nous permettre de mobiliser beaucoup de moyens rapidement
pour permettre à ce que nous puissions développer les autres secteurs et permettre à ce que les pays croissent le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a des précautions déjà prises pour notamment tous ces animaux qui vont devoir, je sais pas moi, être déplacés? Je sais pas, comment ça va se passer? D'abord, il n'y a pas un seul animal qui sera déplacé. Je crois que nous aurons probablement l'occasion de vous amener les films qui montrent l'exploration du pétrole en Ouganda, comment ça se passe. On fore un trou de forage et les antilopes sont à côté, ils ne fuient pas. Donc, généralement, les forages d'exploration, c'est un trou de 1 mètre de diamètre. Donc, rien de grave quand on connaît les étendues que nous avons de nos parcs. Mais, n'en déplaise, il y a des études environnementales qui sont préparées comme préalables et à l'exploration et à l'exploitation. Au-delà de cela, face aux préoccupations de l'UNESCO, le gouvernement de la République démocratique du Congo a diligenté ce qu'on appelle une évaluation environnementale stratégique. C'est une étude qui permet de faire une étude économique pour connaître la valeur d'une activité quelconque, à l'occurrence ici le pétrole, comparée à d'autres activités alternatives, notamment le tourisme à travers la réserve du parc de Virunga. Cette étude pourra nous permettre de déboucher sur 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est de dire qu'il y a compatibilité entre l'exploitation pétrolière et la mise en valeur du parc de Virunga. La deuxième hypothèse, c'est de dire qu'on ne peut pas faire le pétrole parce qu'il aura des conséquences extrêmement graves sur l'environnement. Ou la troisième hypothèse, c'est de dire que, étant donné que le pétrole donne beaucoup et de loin plus d'avantages que les ressources naturelles, on met fin à, ou on délocalise, ou on désaffecte les parcs de Virunga partiellement ou totalement. Et donc, mais je crois sincèrement, tenant compte de l'expérience des autres pays, il sera possible d'allier le fait de protéger l'environnement pour les générations futures, mais aussi pour les générations actuelles, à travers le tourisme, en sécurisant d'abord ce parc, parce qu'aujourd'hui, il reste un bastion des FDLR et d'autres braconniers qui les rend vulnérables. Et donc, il est possible aujourd'hui, sur base des technologies et sur base des expériences des autres pays, d'arriver à concilier les deux et même à avoir des effets d'entraînement positifs les uns vis-à-vis des autres. Finalement, on se rend compte que c'était un manque à gagner énorme pour l'État. Pourquoi s'est réveillé, je dirais, en retard? Non, je crois qu'il y a eu une question d'option dans notre pays. On a un peu été aveuglé par le secteur minier. Vous savez, à l'époque de la GECAMINE contribuait au budget de l'État autour de 80%. Et on se sentait à l'aise à vivre de cette manière-là. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte des limites du secteur minier. Et nous avons fait une option qui était de la libéralisation du secteur minier, en croyant que ce secteur allait nous amener une manne. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes en discussion pour voir comment réviser les codes miniers pour permettre à ce que le secteur minier donne plus de dividendes à l'État. Mais quoi que l'on fasse, les mines ne pourront pas donner autant que ce que peut donner le pétrole aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons nous devons faire une option claire vers l'exploitation pétrolière. La loi sur les hydrocarbures, qui est encore en examen à l'Assemblée nationale, va être votée, je suis sûr, à la session de mars. Et donc, ça pourra donner un cadre légal qui permettrait de reprendre à octroyer des blocs pétroliers dans d'autres endroits. Parce qu'on a suspendu l'octroi des blocs pétroliers, notamment dans la cuvette centrale ou dans les autres Graben Tanganyika, Upemba, Moero et Benguelo. On a suspendu jusqu'à ce que la nouvelle loi puisse être là, la loi qui pourra garantir non seulement la transparence, mais aussi la protection de l'environnement et une gestion équitable de cette ressource. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez finalement trouvé un terrain d'entente, notamment avec toutes ces sociétés, toutes ces ONG qui se sont dressées contre le pays, contre le gouvernement d'avoir autorisé cela? Il y aura entente, à mon avis, avec la société civile locale, la province Nord Kivu ou même nationale, et les communautés locales. Mais il est presque impossible d'avoir un accord avec des associations, je peux citer comme WWF et autres, qui ont une attitude ambivalente. Pourquoi? Qui sont aujourd'hui les conseillers, par exemple, de Total au Gabon, où on produit du pétrole dans un air protégé, et qui sont en contradiction avec nous aujourd'hui, très probablement pour problème d'intérêt. Ces sociétés estiment qu'elles devraient être consultées comme conseiller en matière d'environnement pour cette société-là, et dès lors que la société n'en veut pas,
ils en font un problème de lobby personnel. Mais il y a aussi un deuxième enjeu, c'est l'enjeu de ce que la communauté internationale considère nos ressources pétrolières comme leurs réserves. Ils estiment que si nous commençons à produire en grande quantité notre pétrole, nous pouvons influencer les cours mondiaux du pétrole et leurs intérêts, parce que le pétrole, même s'il est produit en Arabie Saoudite, en Irak, en Iran ou ailleurs, ce sont les grandes sociétés européennes et américaines qui sont ceux qui tirent le gros de cette manne. Et c'est ceux qui contrôlent finalement le marché pétrolier mondial. Et donc ils estiment que nous devons laisser le pétrole congolais comme réserve. Le jour où on va épuiser les pétroles dans d'autres endroits, on pourra à ce moment-là revenir vers les pétroles congolais. Mais cela, c'est sans compter avec leur même préoccupation, celle de voir de plus en plus avoir des carburants moins polluants. Aujourd'hui, vous allez en Europe, vous trouverez de plus en plus des voitures qui fonctionnent avec l'électricité. Alors, supposons que dans 10, 15, 20 ans, l'Europe généralise l'usage de l'électricité comme combustible pour les voitures. Ça veut dire que nous aurons gardé notre pétrole pour rien. Et donc, nous devons penser au bien de nos populations actuelles et des populations futures par rapport aux ressources que Dieu nous a dotées. Les Européens ont utilisé leur charbon, ils l'ont vidé. Et ça a permis la construction de l'Europe. Les Asiatiques du Moyen-Orient sont en train de pomper leur pétrole, et quand vous allez à Dubaï, vous êtes émerveillé par la beauté et les constructions et les niveaux de vie de ces populations. Et donc nous ne pouvons pas être considérés aujourd'hui comme les instruments du bonheur des autres pays, et nous-mêmes sommes en train de vivre dans la misère. Et c'est pour cela que nous devons prendre une option claire par rapport à la gestion de nos ressources en hydrocarbures. La plupart des pays où on exploite plus le pétrole, on ne respecte apparemment pas les normes de préservation de la nature. Est-ce qu'en RDC, il y aura une expertise pour, comme vous veniez de le dire, respecter ces normes? Je dois vous dire que dans tous les pays du monde, la préservation de l'environnement n'était pas une préoccupation. C'est une nouveauté aujourd'hui. En Europe, on a pollué des nappes, aux États-Unis comme en Russie. C'est aujourd'hui qu'on est conscient de plus en plus, même si ça reste polémique, que l'activité industrielle a un impact sur les changements climatiques et que l'on se réveille de plus en plus pour développer des technologies dites propres. Et donc, là où on avait exploité par le passé avec des technologies polluantes, les technologies nouvelles sont arrivées et les exigences en matière de projets industriels sont devenues les mêmes partout au monde. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas obtenir un financement d'une banque internationale sans avoir au préalable mené une étude d'impact environnemental crédible qui permette à ce que vous puissiez minimiser les impacts négatifs sur l'environnement. Et la minimisation de ces impacts négatifs découle d'abord de la technologie elle-même, au-delà des méthodes d'exploitation et de la façon de vivre. Et donc aujourd'hui, nous pouvons être certains qu'à travers le monde, les conditions de production du pétrole sont en train de s'améliorer de plus en plus. Au point qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver aux États-Unis et trouver dans une parcelle individuelle un puits de pétrole qui est en train d'être exploité. C'est vous dire qu'il est possible aujourd'hui d'exploiter du pétrole sans nuire à l'environnement, parce que le premier acteur de l'environnement, c'est l'être humain. On ne doit pas faire une activité qui se retourne contre l'homme. Et tout ce que nous avons autour de l'homme, ce sont les choses que Dieu a mis à notre portée pour rendre la vie de l'homme agréable. Et c'est cela, en fait, aussi la grande polémique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui préserver pour préserver. C'est ridicule de voir les populations de Rutshuru, de Kiavinyonge, de Kasindi vivre dans une misère indescriptible. Et la communauté internationale s'élève pour dire qu'on ne peut pas exploiter du pétrole là où ils en ont. Et ils vivent avec un parc dont ils ne tirent généralement aucun profit. Et même quand ce parc est agressé par des mouvements rebelles, parfois c'est à peine que la communauté internationale lève son petit doigt pour pouvoir mettre les moyens en œuvre pour pouvoir chasser cela. En d'autres termes et en d'autres lieux, comme l'Équateur, où les pays ont accepté les dictats de la communauté internationale de ne pas exploiter son pétrole dans les parcs en 2007, avec des promesses qui leur donneraient des moyens compensatoires pour pouvoir avancer leur développement. Ils ne les ont pas eu, et depuis décembre 2013, ils ont repris l'exploration dans leur parc. Donc nous devons aussi nous dire, si la communauté internationale pense que nous devons faire un moratoire sur l'exploitation de notre pétrole,
il faut qu'ils soient conséquents et nous donnent les moyens. Oui. Or, nous savons aujourd'hui que l'Europe et les États-Unis sont en récession et ils ont du mal à gérer les problèmes internes. Comment alors, n'étant pas capables de régler les problèmes internes, les problèmes économiques, seront-ils capables de nous envoyer plus d'aide pour pouvoir nous donner des compensations par rapport au fait que nous gardons nos réserves? Ce qui est impossible, et nous voyons quand nous regardons la courbe de l'aide venant de l'Occident, elle est descendante depuis plusieurs années. Elle est descendante depuis plusieurs années. Ce sont les derniers propos de François Nzekouye, député national, rapporteur de la commission environnement à l'Assemblée nationale. Il était notre invité dans ce numéro de décryptage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, Claude. Ainsi prend fin cette émission. Merci d'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Télé 50.